Bonjour à tous et bienvenue dans la série estivale de Choc du Monde, le magazine des crises de la prospective internationale de TVL. Pour ce numéro spécial, nous allons revenir sur les origines de la guerre en Ukraine. Cet été aussi, Choc du Monde va vous surprendre puisque 6 épisodes verront une confrontation de regards sur l'Ukraine, mais aussi sur le monde qui bascule, avec 3 Français de Moscou, à savoir Xavier Moreau du think tank Stratpol, Fabrice Sorlin et Alexis Tarade, cofondateurs du média Divergence Politique. Mais aujourd'hui, c'est ici en France, avec Hervé Juvin, que nous allons d'abord évoquer les origines de la guerre d'Ukraine, avant d'écouter ce que les moscovites ont à dire. Hervé Juvin, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence ici. Vous êtes ancien député européen, rappelons-le, fondateur du mouvement Les Localistes. Merci encore de votre présence ici. Je vais commencer peut-être par un petit flashback. Hervé Juvin, avez-vous été surpris par la guerre en Ukraine et cette guerre continue-t-elle de vous surprendre ? Alors, surpris certainement à 2 ou 3 titres. D'abord parce que, après les présidences de Yanukovych, de Porochenko, après les événements de Maïdan, après la révolution de couleur, on pouvait imaginer qu'un accord était vraisemblable, et je rappelle que cet accord avait été annoncé par Zelensky. Zelensky avait annoncé des droits pour la population russophone du Donbass et de l'extrême-est de l'Ukraine, et Zelensky avait annoncé des dispositions qui pouvaient pacifier les relations d'un Est qui était de fait en état plus ou moins ouvert de sécession. Donc oui, surprise, parce que probablement est-ce que cette guerre aurait pu être évitée. Surprise également parce que probablement est-ce que la Russie disposait d'autres moyens que de la guerre et d'une guerre ouverte pour régler le problème de l'Ukraine. On sait que beaucoup de liens économiques, mais aussi familiaux, combien d'Ukrainiens ont une partie de leur famille en Russie ? Et inversement. Pardon ? Et inversement. Et inversement, on sait très bien que la Russie avait beaucoup de manières dans le temps de régler ce qu'on pourrait appeler le problème ukrainien. Puis troisièmement, surprise, il faut aussi le dire, la France et l'information française a été un des pays qui jusqu'au dernier moment n'a pas cru à l'intervention militaire russe. Jusqu'au dernier moment, contrairement à ce qu'annonçaient les services de renseignement britanniques et les services américains, la France n'a pas cru à une intervention militaire russe. Donc surprise certainement, surprise aussi du déroulement de la guerre. J'entends bien toutes les justifications et j'entends bien aujourd'hui ce que la partie russe peut dire sur sa victoire à venir, mais enfin, Zelensky, animateur, clown de télévision, était annoncé comme devant évidemment s'enfuir au premier coup de feu. La résilience de Zelensky doit, sans parti pris, faire l'admiration. Zelensky a réussi une performance absolument extraordinaire, c'est à tenir contre vents et marées, c'est à mobiliser sa population, c'est à créer un esprit national ukrainien. Parce que je doute fort qu'un esprit national ukrainien existait autrement que dans certaines franges de la population à l'ouest, notamment d'une population qui veut adhérer à l'Union européenne. Je pense que maintenant... À l'ouest, et donc vous dites aussi un peu nationaliste. Tout à fait. Je pense que maintenant, dans la partie ouest et centre de l'Ukraine, Zelensky a réussi à déclencher un véritable esprit national. Peut-être est-ce que cette guerre aura pour conséquence imprévue de nous donner naissance à un État-nation ukrainien dont je doute fort qu'il existait avant le conflit. Troisième élément de surprise, et je m'arrêterai là, lors des premières semaines, et les intervenants que vous citiez annonçaient fraîche et joyeuse l'avancée triomphale des troupes russes en territoire ukrainien, accueillies avec des brassées de fleurs et les baisers des jeunes filles ukrainiennes. Ça n'est pas exactement ce qui s'est passé. On est dans une sale guerre, on est dans une guerre qui a fait infiniment de victimes. Je rappelle, dans 2 pays qui sont en détresse démographique, 2 pays qui perdent des habitants chaque année et qui en plus se permettent de s'infliger l'un à l'autre une saignée démographique. Ce sont des centaines de milliers, probablement plus d'1 million de jeunes hommes qui ont soit perdu la vie, soit qui sont handicapés pour le reste de leur jour. C'est une aberration historique. Cette guerre est une aberration historique et j'aimerais bien qu'on justifie la montée aux extrêmes autrement que par des arguments de circonstance. Alors, je vais vous poser une question assez manichéenne, Hervé Juvin. Entre Poutine, qui estime que l'OTAN l'a poussé à agir ainsi, et Macron, qui juge simplement que le dirigeant russe a envahi l'Ukraine, où vous situez-vous, Hervé Juvin ? Il est clair qu'on a un dirigeant qui se situe dans l'histoire et même dans la longue histoire, et on a un dirigeant qui se situe dans un formalisme juridique
qui ne s'applique pas aux relations internationales. Très clairement, on connaît les promesses de James Baker et sont maintenant attestées. On connaît les promesses verbales faites par des dirigeants américains lors de la chute de l'Empire soviétique. Jamais l'OTAN ne s'éteindra jusqu'aux frontières de la Russie. On connaît aussi la situation historique qui fait que l'Ukraine n'a pratiquement jamais été dans l'histoire une nation en tant que telle, et on sait que si l'Ukraine a existé au sein des républiques socialistes soviétiques, c'est un peu comme lors des traités de Berlin qu'ont partagé l'Afrique avec des traits de crayon de couleur sur une carte dans des régions que personne ne connaissait. Ce sont des dirigeants russes, autour, je crois, de Nikita Khrouchtchev, qui ont défini les frontières de l'Ukraine d'une manière totalement arbitraire et d'une manière qui ne respectait ni la volonté des populations locales, ni l'histoire longue de la population ukrainienne. Il faut toujours rappeler que Kiev est le berceau de Russes. La Sainte Russie est née à Kiev. Et c'est un sujet qui semble échapper à la plupart des commentateurs qui se répandent sur les plateaux de télévision en assurance concernant le régime ukrainien. Kiev, c'est le berceau de la Russie. La Sainte Russie est née à Kiev. D'ailleurs, Kiev est une ville russe, hérissée de cathédrales et d'églises orthodoxes. Et donc, considérer ce sujet comme un sujet de formalisme, Poutine a touché aux frontières, on ne peut pas toucher aux frontières. J'aimerais qu'on dise la même chose à d'autres pays qui touchent aux frontières. Les États-Unis ne se sont jamais beaucoup embêtés avec le respect des frontières. Israël ne s'embête pas davantage avec le respect des frontières. Donc ce thème du respect des frontières que nous servent les diplomates à longueur de plateau, qu'on arrête de le dire. Vladimir Poutine n'est absolument pas le seul qui, considérant de manière probablement fondée que l'extension de l'OTAN faisait peser une menace existentielle sur la Russie, a décidé d'attaquer, a décidé de faire reculer la menace. Une fois encore, je regrette qu'un accord pacifique n'ait pas pu être trouvé, mais là, les responsabilités américaines sont probablement écrasantes. Responsabilités américaines localisant des laboratoires de guerre bactériologique et d'expériences de guerre chimique sur le territoire ukrainien, et également intérêts financiers américains prenant le contrôle des terres les plus fertiles du monde, de manière à s'assurer un contrôle sur l'alimentation de toute une partie du monde qui va du Moyen-Orient à l'Europe. C'est aussi trop peu souligné, mais les prises de possession des territoires ukrainiennes, par exemple par BlackRock, est un sujet majeur de politique internationale et de contrôle de l'arme alimentaire par les États-Unis. Qui tient les ventres, tient les peuples, disiez-vous, dans un précédent épisode de Choc du Monde, Hervé Juvin. Alors, je vous avais dit que cet épisode estival serait surprenant. Figurez-vous que j'ai interrogé les Français sur le conflit. Je leur ai posé la même question qu'à vous, Hervé Juvin. Les réponses étaient très diverses, très intéressantes. Je vous propose de les écouter et puis je vous demanderai votre avis, Hervé Juvin. Moi, je ne fais pas de politique, je ne fais vraiment pas de politique. Mais j'ai dit, c'est triste. Il faut voir si un jour, on va avoir des jours meilleurs. Dans un conflit, il y a toujours des fautes des deux côtés. Et en l'occurrence, il faut reconnaître qu'on a tout fait pour exciter Poutine, parce qu'il a toujours dit qu'il ne voulait pas que l'OTAN s'approche trop près, que l'Ukraine devait rester un pays neutre et indépendant, etc. Donc là, déjà, il y a une faute à l'origine. L'un, c'est un agresseur, l'autre aussi, hein, voilà. Mais je trouve qu'on souffre beaucoup plus à Gaza, de par l'extrémisme du gouvernement de Netanyahou. Je pense que c'est difficile de se faire un avis parce que je pense qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Moi, après, tout ce que je peux dire, c'est que je suis forcément pour la paix et contre la guerre, mais en tout cas, je pense que ça doit pas rester tel quel et que je pense que tous les gouvernements ont un rôle à jouer justement pour œuvrer pour la paix. Les torts sont partagés. Parce qu'effectivement, il y en a un qui essaie d'arranger les choses pour la cause ukrainienne, qui est quand même bombardée au quotidien. Et Vladimir Poutine est aussi dans sa légitimité par rapport à la culture russe. Je pense que les deux ont leur tort. On a peut-être un peu poussé Poutine, mais Macron a aussi un peu raison, quoi. Nous n'avons pas, nous, Occident, toujours respecté nos engagements internationaux. Et la posture de l'URSS, les soviétiques aujourd'hui, enfin de M. Poutine, peut se comprendre parce qu'il fait ce qu'il a toujours dit. Se comprendre, ça ne veut pas dire on peut le pardonner. Mais je peux comprendre parce qu'il fait ce qu'il a dit. C'est tout. Après, est-ce qu'il aurait dû faire? Je pense que non. C'est Poutine qui a envahi l'Ukraine, quoi. Enfin, ça, on peut pas le démentir.
c'est un fait. Maintenant, est-ce que Macron a raison? Moi, je me place pas trop du côté de Macron non plus, quand même. Je pense que ce qui est sûr, c'est que le fait est que Poutine a envahi l'Ukraine et que maintenant, la guerre dure depuis déjà quelques années. Et ça se réglera, je sais pas trop comment, j'espère quand même positivement pour l'Ukraine. Mais de toute façon, Poutine c'est un fou, ce mec, donc de toute façon... Je pense que Poutine est une personne qui fantasme énormément sur le danger que représente l'OTAN pour lui et pour la Russie. Et c'est ce qui sert essentiellement d'argument à son attaque. Donc c'est un homme manipulateur, menteur, on le sait. Et à choisir la version dont vous me parlez, je choisis celle de Macron. Je ne peux pas soutenir Poutine, bien sûr. C'est un danger pour l'Europe, pour la France, pour tout le monde, quoi. Donc là, je suis d'accord en gros, avec la position de Macron, ouais. Je sais pas du tout. On va dire, je connais pas assez le sujet. Après, c'est vrai que d'un côté, je trouve que la guerre, c'est un peu bateau, mais c'est pas bien. Enfin, voilà. Je suis désolée. Mais j'ai pas d'avis, je suis désolée. J'ai pas forcément d'avis parce que quand on n'a pas les tenants et les aboutissants, c'est difficile de se mettre dans une position. Forcément, d'un côté, j'ai envie de dire, c'est la personne qui fait la guerre qui est en tort. Mais ne connaissant pas tout le sujet, je peux pas dire ça à 100%. Voilà. Alors visiblement, les personnes interrogées ont quelquefois davantage de bon sens que nos dirigeants. Encore une fois, cette question de la surprise, vous ont-ils surpris, Hervé Juvin? Beaucoup de bon sens dans ces réponses finalement très mesurées et pas tranchées. J'avoue que je m'attendais, étant donné la propagande intense qui sévit sur les plateaux de télévision, dans les éditoriaux, dans les commentaires, en faveur de l'Ukraine et en faveur de M. Zelensky, je m'attendais à des réponses beaucoup plus tranchées et, pour être clair, beaucoup plus pro-ukrainiennes. Or, je vois une grande prudence, je vois une grande modération, probablement inspirée par le fait que les Français que vous avez interrogés connaissent encore l'histoire. Parce que s'il y a un point qui me préoccupe pour l'avenir, c'est la manipulation historique à laquelle nous sommes en train d'assister. Nous l'avons vu encore récemment lors des commémorations de la victoire sur le nazisme. On a le sentiment que seuls les États-Unis, la Grande-Bretagne et quelques autres pays, en oubliant totalement l'Union soviétique, ont remporté la victoire. Rappelons toujours que la machine de guerre nazie a été cassée par l'armée soviétique, par les chars de Yukov, lors des plus grandes batailles de chars de l'histoire qui n'ont jamais eu d'équivalent. Et rappelons que c'est la machine de guerre soviétique qui a d'abord usé, épuisé et ensuite mis à terre la machine de guerre nazie, beaucoup plus que le débarquement très tardif et l'intervention très limitée des États-Unis. Or, nous assistons à une réécriture de l'histoire qui fait oublier tout simplement que la Russie a plusieurs fois sauvé la France. La Russie a sauvé la France probablement d'un démembrement que souhaitaient les Anglais après la chute de Napoléon et la défaite de Waterloo. La Russie a sauvé la France quand le tsar a engagé ses armées dont il était sûr qu'elles allaient à l'abattoir contre la machine de guerre allemande en 1914, permettant la victoire de la Marne parce que les troupes allemandes devaient se battre sur deux fronts à la fois. Et enfin, inutile de le rappeler, les forces de l'Union soviétique ont sauvé l'Europe de l'occupation nazie par un effort de guerre qui quand même a tué, on ne sait pas, 15-20 millions de soldats russes. Rappelons que c'est totalement oublié, les héros français de l'escadrille Normandie-Niemen qui sont battus aux côtés des pilotes russes pendant toute la guerre. Tout ça est oublié, on assiste à une réécriture de l'histoire qui m'apparaît extrêmement dangereuse. Parce que si on veut pouvoir apprécier sereinement la situation et si on veut pouvoir ouvrir des espoirs de paix, il faut connaître l'histoire longue. Vladimir Poutine est un familier de l'histoire longue, comme le sont la plupart des dirigeants russes, qui disent ce qu'ils font et qu'ils font ce qu'ils disent, à la différence d'à peu près tous les dirigeants occidentaux. Ça m'apparaît une des composantes importantes du conflit actuel, cette méconnaissance de l'histoire qui favorise la montée aux extrêmes. Je rappelle que dans à peu près tous les conflits les plus modérés, ce sont les militaires, parce que les militaires savent de quoi il s'agit. Alors vous avez évoqué le fait que l'Ukraine et la Russie avaient la même origine, la Rousse de Kiev. C'est l'un des arguments de Moscou. Que pensez-vous des autres arguments russes, que l'Occident a provoqué la Russie, que le pouvoir ukrainien est nazi ou russophobe, que l'OTAN a mené une politique d'expansion agressive? Que pensez-vous en fait du narratif russe? Le narratif russe qui me semble justifié est que les promesses de James Baker, secrétaire d'État à l'époque, que les promesses faites par d'autres dirigeants américains et d'autres dirigeants de l'OTAN aux dirigeants russes, Gorbatchev, ceux qui ont suivi la dissolution pacifique de l'Empire soviétique,
ces promesses n'ont pas été tenues. Faut-il être naïf pour croire aux promesses de l'Occident? Très probablement. Parce qu'on assiste dans l'histoire récente à une valse hésitation de promesses jamais tenues, d'annonces qui ne seront suivies d'aucune conséquence, etc., etc. Je rappellerai, est-il lieu de le faire, les accords de Minsk, dont la désinvolture avec laquelle Angela Merkel et à l'époque Laurent Fabius les ont accompagnés signifie simplement que les dirigeants européens savaient que ces accords ne seraient pas tenus. C'était des accords de papier qu'ils n'avaient aucune intention de respecter. Et là, on peut parfaitement comprendre la position russe. En revanche, qu'on peut moins comprendre, et que je l'avais dit, c'est qu'il existait 1001 manières pour les Russes d'agir par le soft power, d'agir par les intérêts économiques qu'ils partageaient avec l'Ukraine pour trouver une solution de paix. Et probablement est-ce que, malgré les dérapages ou les dérives du président Zelensky, il eût été possible, après quelques années, d'obtenir un statut pour le Donbass, la reconnaissance de la Crimée, etc., sans avoir recours à la guerre. C'était probablement possible. Donc Poutine est allé, selon vous, un peu trop vite en besogne. Il est certainement allé trop vite en besogne, il est monté aux extrêmes. D'un autre côté, il faut reconnaître l'extraordinaire agressivité des États-Unis. Il faut bien le dire, les États-Unis ont probablement été des faiseurs de paix en luttant contre la montée communiste et contre le péril communiste jusque dans les années 60. Mais depuis les années 90, et en particulier après le 11 septembre, depuis les années 2000, les États-Unis sont le principal fauteur de guerre dans le monde, et les États-Unis sont la principale puissance destructrice dans le monde, avec à peu près 3 guerres et demie chaque année dans lesquelles sont engagés les États-Unis, avec des actions de déstabilisation, on en a encore vu un exemple récemment au Bangladesh, à peu près partout sur la planète, et avec une volonté de conquête et de soumettre à l'intérêt américain les peuples du monde, qui évidemment produit la guerre et qui déclenche la guerre. Donc dans ce domaine, je peux comprendre la position de Vladimir Poutine. Les États-Unis n'ont aucun respect pour la parole donnée, n'ont aucun respect pour les engagements qu'ils ont pris. Ils sont devenus des fauteurs de troubles, des fauteurs de guerre et des fauteurs d'insécurité majeure dans le monde. Et à cet égard, on peut comprendre la volonté russe de mettre un coup d'arrêt à l'agressivité permanente des États-Unis et de leurs intérêts. Les États-Unis, fauteurs de troubles, eh bien, ce sera le mot de la fin pour cette première séquence de ce numéro estival de Choc du Monde. Maintenant, il est temps de laisser la parole à nos 3 correspondants moscovites. Nous cherchons dans Choc du Monde à comprendre les gens tels qu'ils se comprennent eux-mêmes. En voici l'occasion. Alors, allô Moscou, ici Paris, à vous les micros. Merci d'avance. Bonjour Edouard et bonjour Paris, ici Moscou. Les résistants parlent donc aux patriotes. Aujourd'hui, on va revenir aux origines de la guerre. À qui la faute finalement? On va se poser la question. Alors tout de suite avec Xavier Moreau et Fabrice Sorlin. Finalement, Xavier, entre Vladimir Poutine qui estime que l'OTAN et l'Occident ont poussé à attaquer l'Ukraine et Emmanuel Macron qui juge que le dirigeant russe a envahi l'Ukraine à tort, qui est dans le vrai? En fait, il y a des causes profondes. On peut commencer par celle-là. La Russie, la motivation de la Russie, la motivation principale, c'est ce qui se passait dans le Donbass. Et vraisemblablement, une opération d'épuration ethnique qui aurait dû avoir lieu en 2022. Il faut savoir d'ailleurs que cette opération d'épuration ethnique a été annoncée dès 2014. Loutsenko, qui était le président du groupe du président Poroshenko, donc le premier président post-Maïdan, avait écrit sur son Facebook, je crois que c'était en septembre 2014, en disant on veut bien une paix avec les Kievers, mais ça doit être la solution croate, comme en Croatie. C'est-à-dire, je rappelle que les Serbes avaient gagné, les Serbes de Krajina avaient gagné la guerre contre les Croates en 93, et donc il y avait une paix, et quelques temps, et 2 ans après, en fait, il y a eu réarmé grâce à l'OTAN, et bien les Croates ont pu épurer ethniquement la Krajina. Donc c'est un peu le modèle de ce qu'ils devaient faire. Donc il y avait de ce côté-là, les Russes ont voulu protéger le Donbass et puis empêcher la création d'une espèce d'anti-Russie sur le territoire ukrainien. À côté de ça, il y a d'autres raisons plus profondes. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a cette espèce de permanence dans la politique étrangère, je dirais anglo-saxonne, anglaise d'abord, notamment depuis le 19e siècle, c'est d'empêcher la Russie de s'approcher, on va dire, de l'Europe et de contrôler la mer Noire. Et bien sûr, à l'époque, c'était déjà les détroits. Ça a donné la guerre de Crimée en 1853, où la France a été malheureusement
entraîné par l'Angleterre, parce que sinon, si on avait laissé faire la Russie, Istanbul serait de nouveau Constantinople. Donc ça, c'était une permanence dans la politique anglo-saxonne, d'abord anglaise, et puis ensuite reprise également par l'Amérique, d'autant plus que derrière toute une idéologie géopolitique autour le plus connu, c'est Brzezinski, c'est-à-dire d'empêcher, qui considérait que si l'Ukraine est séparée de la Russie ne sera ni européenne ni un empire. Ce qui est idiot, hein, mais le problème c'est que il y croyait et que les élites américaines y croient encore d'ailleurs. La majorité y croit encore, notamment Victoria Nuland. Donc ça, c'était la fameuse dame au petit pain. La dame au petit pain, qui est l'artisan en fait de cette guerre, qui a des origines ukrainiennes également. Et puis il y avait également, j'avais noté dans mon premier livre le Drang nach Osten allemand, c'est-à-dire aussi cette volonté de contrôler la Mitteleuropa, l'Europe centrale, par l'Allemagne. Mais je pense pas que ce soit si important. Et enfin, dernière cause profonde, c'est la géopolitique polonaise. Il faut pas la Pologne a joué un rôle extrêmement important, et donc leur fameuse initiative des trois mers, c'est-à-dire que la Pologne serait au centre d'un bloc géopolitique entre la Baltique, l'Adriatique et la mer Noire, et ça aussi c'est un vieux thème polonais. Alors justement, Fabrice, Hervé Juvin, qui est en plateau à Paris, estime que la guerre aurait pu être évitée, que la Russie disposait d'autres moyens qu'une guerre ouverte. Est-ce que c'est véritablement le cas, ou est-ce que la Russie de Poutine s'est retrouvée finalement acculée à une solution qui était uniquement celle-ci ? C'est-à-dire qu'à mon sens, justement, Poutine et le gouvernement russe ont fait preuve de beaucoup de patience dans cette histoire. On se rappelle quand même que la voie diplomatique a été utilisée plusieurs fois avec Minsk 1, septembre 2014, si ma mémoire est bonne, ensuite qui n'a jamais été appliquée. Minsk 2, donc là on est en, je crois, février 2015. Aucun des deux accords qui a été signé à la fois par Kiev et qui avait été signé avec les deux républiques du Donbass, celle de Lugansk et celle du Donetsk, et avec la signature de la France, de l'Allemagne et de la Russie pour Minsk 2, n'ont été appliqués. Or, on a su après, à la fois par la propre bouche de Hollande et de Merkel, qui ont tous les deux déclaré qu'ils avaient signé ces accords, non pas pour éviter la guerre et éviter une quelconque offensive russe dans le Donbass, puisque à l'époque, il y avait quand même quelques milices, notamment les Cosaques, etc., qui étaient présents dans le Donbass pour défendre les populations, et que ça n'avait pas été fait pour ça, mais pour gagner du temps, de façon à ce que l'Ukraine puisse se réarmer, s'organiser, recevoir du matériel et de l'entraînement de la part de l'OTAN. Donc, une fois que la politique échoue, que la diplomatie échoue, je ne vois pas quelle option il restait au gouvernement russe que celle, malheureusement, des armes. Et Xavier l'a parfaitement rappelé tout à l'heure, juste un instant, pardon. En plus de ça, on sait que l'Ukraine avait comme volonté de rentrer sur le territoire, de lancer une offensive dans le Donbass, probablement pour faire une épuration ethnique. Je voudrais rappeler un chiffre qui a été donné par l'OSCE. De 2014 à 2022, pendant 8 ans, on note que tous les jours, l'armée ukrainienne, kievienne, envoie environ, en moyenne, 40 obus sur le Donbass par jour. Et à partir du 16 février 2022, ils en envoient 2400. Or, dans le langage de l'armée, quand on envoie comme ça beaucoup d'obus, de missiles sur une population, sur un terrain, c'est ordinairement pour préparer une opération. Une opération. Et donc, moi, il me semble en tout cas que Poutine a lancé cette opération spéciale en défense de cette population qui se faisait massacrer depuis 8 ans et qu'elle n'avait pas le choix Alors, je voudrais dire sur ce qu'a dit Fabrice, sur les accords de Minsk, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut aussi ajouter. C'est qu'il y avait une date de péremption. C'était le 1er janvier 2016. C'est-à-dire que en fait, Vladimir Poutine a attendu 6 ans, alors que, en fait, comme les accords de Minsk ont été confirmés par un vote à l'unanimité au Conseil de sécurité des Nations Unies, en principe, tous les membres qui ont voté, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, les États-Unis, auraient dû aider la Russie à faire appliquer les accords de Minsk. Ça n'a pas été le cas. Ensuite, les accords de Minsk, c'est 13 points. Le point numéro 10, c'est que les armées étrangères se retirent d'Ukraine. Or,
l'OTAN ouvertement a formé, d'ailleurs ils s'en ont pas caché, a formé des soldats ukrainiens, étaient présents sur le territoire ukrainien. Du matériel. Les États-Unis, d'ailleurs sous Trump, ont livré des Javelin. Donc en fait, ils n'ont pas respecté ouvertement les accords de Minsk. Donc comment est-ce qu'on peut espérer une solution diplomatique dans la mesure où, en face, ouvertement, ils s'assoient sur des accords pour lesquels ils ont voté au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui fait force de loi internationale. Alors, Xavier, justement, comment les Russes ont-ils vécu cette montée du conflit, notamment, je pense à des événements comme la Maison des syndicats. Fabrice parlait justement de toutes les opérations qui ont eu lieu contre le Donbass et Donetsk, les habitants de Donetsk notamment. Je crois beaucoup d'ONG internationales, qui ne sont pas particulièrement russes, ont listé à peu près entre 15 et 20 000 morts qui passent sous silence aujourd'hui en Europe. De civils. De civils, hein, bien entendu. Comment les Russes, justement, ont vécu cette période pré-guerre? Je pense que les Russes ici s'étaient un peu habitués à cette situation. Et d'ailleurs, moi, je l'ai vécu un peu comme un Russe, c'est-à-dire que finalement, chaque année, on allait dans le Donbass et on se disait que les choses allaient se régler avec le temps. Moi, c'est ce que je pensais également, parce que je me disais, de toute manière, économiquement, l'Ukraine ne peut pas tenir. Donc, tôt ou tard, il y aura un changement de régime. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé avec Zelensky. Zelensky est arrivé parce qu'il était le héros d'une série télévisée en russe et qu'il est arrivé en disant il faut autoriser la langue russe, je vais mettre fin au conflit, etc. Donc, je me disais que même si on a rapidement vu que Zelensky avait menti, comme Poroshenko s'est fait élire sur le même programme juste avant, mais je me disais tôt ou tard, on aura un candidat qui finalement va se rapprocher de la Russie. Et effectivement, il y a eu cette accélération que je pense peu ont vu. Moi, je ne l'avais pas vu parce que je ne pensais pas que le régime de Kiev était suffisamment stupide pour préparer une opération d'épuration ethnique, parce que, sachant que c'était vraiment, ça en revanche, je l'avais dit, c'était la seule cause qui entraînerait l'intervention de la Russie. Et donc, tout le monde a été surpris, je dirais, en 2022, parce que tout le monde s'était habitué finalement à cette espèce de tension larvée. Et finalement, on avait l'impression que les gens s'y habituaient. Alors justement, Fabrice, c'est à faute à qui? C'est à faute à l'explosion de l'URSS? Est-ce que c'est à faute au Maïdan? Est-ce que c'est à faute justement aux nationalistes ukrainiens? Ce conflit, en fait, il est la responsabilité de qui? Il est avant tout, pour moi, la responsabilité du département d'État américain et de la responsabilité des Européens et notamment de la France. Je dirais plutôt de Hollande, parce qu'il faut nommer les choses. Hollande et Merkel portent nominativement une responsabilité sur ce conflit, puisque, comme je viens de le dire juste avant, ils ont signé un document et ils ont trahi leur signature et celle de la France. Donc, le Maïdan se passe parce qu'il est soutenu, financé, organisé, non seulement par le département d'État américain via Victoria Nuland, qui à cette époque, je crois, est la vice-secrétaire du département d'État, et puis par la France. On se souvient aussi que l'inénarrable philosophe français Bernard-Henri Lévy était présent pour haranguer. Alors ça a donné d'ailleurs lieu à des images absolument extraordinaires, où on voit donc Bernard-Henri Lévy qui parle devant les milices extrémistes néo-nazis de Zabodna, de Pravi Sector, d'Azov, en haranguant les foules. Et Strauss-Kahn, qui est à l'époque à la tête du FMI, de mémoire, et qui vient juste d'être sorti du FMI, je ne sais plus, mais en tout cas qui a toujours une position importante, et qui est à des réunions auprès de groupes économiques internationaux, américains et européens, à Kiev. Voilà, et donc sans le soutien de l'Occident à ce moment-là, le Maïdan aurait été plié, puisqu'on se souvient que Yanukovych, donc le président légitimement élu de l'Ukraine à cette époque, avait envoyé les aumônes qui maîtrisaient au démarrage la situation sur le Maïdan, et qui le maîtrisaient d'ailleurs plutôt pas mal. Ils faisaient attention à ne pas se servir d'armes létales. Ils repoussaient les assauts de plus en plus violents de ces groupements extrémistes. Et ça a dégénéré, en fait, lorsque des snipers embusqués
on tirait à la fois sur la foule et à la fois sur la police pour faire en fait monter les enchères. Et c'est comme ça que ça a dégénéré. Et évidemment que cette tactique, on la connaît, elle est utilisée dans beaucoup de cas et pas uniquement donc en Ukraine. Quand on veut faire déraper une manifestation, on commence, ici, il suffit de faire venir 2 ou 3 snipers bien embusqués. On tire sur les uns, on tire sur les autres et tout finit par dégénérer. Et ça a dégénéré, effectivement, comme on l'a vu. Alors, c'est la question des révolutions de couleur. Finalement, faute aux USA, visiblement, dans vos propos, même si j'entends que la France et l'Europe ne sont pas exemptes de tout reproche. Pourquoi les USA veulent-ils diviser pour mieux régner en Ukraine? Est-ce que c'est dans une volonté éventuellement de récupérer l'Ukraine ou est-ce que l'Ukraine est un outil pour affaiblir la Russie, Xavier? Oui, c'est ce que je disais au début de cette émission, c'est-à-dire que dans l'idéologie néoconservatrice américaine, en fait, il y a c'est quasiment une obligation d'affaiblir la Russie. Donc pour ça, il faut contrôler l'Asie centrale, l'Ouzbékistan par exemple, il faut contrôler l'Est de l'Europe et surtout empêcher l'Ukraine, non seulement empêcher l'Ukraine de faire partie de la Russie, mais faire de l'Ukraine une anti-Russie. Et c'est ça en fait la grande bascule à Maïdan, c'est-à-dire que finalement la Russie se serait accommodée d'une Ukraine neutralisée, un peu sur le modèle de ce qu'il y avait à l'origine en Biélorussie, qui respecte les minorités, et ça se serait bien passé. Et d'ailleurs, même la Crimée, les Russes s'apprêtaient à abandonner la Crimée, puisqu'ils avaient énormément investi dans le port de Novorossiysk, qui devait prendre pour la flotte russe la place de Sébastopol. Et avec Maïdan, ça a été la divine surprise, puisqu'il y a eu ce soulèvement très rapide en Crimée, et puis surtout, sur les 22 000 soldats ukrainiens présents, il y en a 20 000 qui ont rejoint l'armée russe. Donc cette espèce de bascule qui a été une véritable catastrophe géopolitique pour les États-Unis, il faut bien s'en rendre compte. Moi, j'avais pu en parler avec un diplomate américain à Moscou. Il m'avait dit tu t'imagines pas à quel point ça a été un choc. Et ce qui explique aussi après la radicalisation de l'administration américaine, donc d'Obama à l'époque, et le lancement de l'opération soi-disant antiterroriste qui consistait à écraser dans le sang les soulèvements qui avaient lieu dans toute la Nouvelle-Russie. Odessa, Kharkov, ça a commencé avant le Donbass, ça a commencé à Odessa, à Kharkov, ça a été écré dans le sang, la maison des syndicats, le massacre du 9 mai qui a fait même peut-être plus de morts à Mariupol, et à Dnepropetrovsk, c'est l'oligarque Kolomoïski qui s'en est chargé, c'était un bain de sang. Et donc, à partir de là, ce bain de sang est lié, évidemment, à la réunification de la Crimée, qui, encore une fois, est une catastrophe géopolitique. Ça devait être le spot de l'OTAN, et c'est devenu, finalement, c'est redevenu ce que ça a toujours été, d'ailleurs, c'est-à-dire la base de la flotte russe en mer Noire. Et donc, c'est ça, le sens, c'est ça. Donc, je pense que le déclencheur, c'est la perte de la Crimée, et surtout le fait que, finalement, pour revenir à la question initiale, la révolution orange, la révolution colorée ne marche pas forcément. Et il y a des tas de pays où ça n'a pas fonctionné. Même dernièrement, on le voit avec la Géorgie. On le voit en Géorgie. En Biélorussie aussi. Voilà, en Biélorussie, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a en fait, on s'aperçoit, et je vais finir là-dessus, que les révolutions oranges fonctionnent là où l'État a laissé rentrer les forces de déstabilisation. Le problème de Yanukovych, c'est qu'il a laissé rentrer les forces de déstabilisation. Il pensait pouvoir manœuvrer avec elles. C'est lui qui a lancé le projet d'association avec l'Union européenne. C'était son projet à lui, alors qu'il s'était fait élire en disant « je vais rentrer dans l'union douanière russe » et faire de la langue russe une langue officielle à égalité avec l'Ukraine. C'est pour ça que l'Ukraine avait voté pour lui. Et il a menti. Et comme Poroshenko a menti, comme Zelensky a menti. Parce que pour se faire élire en Ukraine, il faut annoncer qu'on va faire la paix avec la Russie. Et je pense qu'aujourd'hui... On va en parler de Zelensky, effectivement. Les Américains, donc, justement, avec cette révolution de couleur à Kiev, en Ukraine, juste à la suite de ça, ou même à la fin de cette révolution de couleur, parce que tu as expliqué, effectivement, au début, elle est pas pleine de réussite, cette révolution de couleur, cette révolution à Kiev. On voit une bascule au moment de Noël ou du premier de l'an, lorsque l'Ukraine, en fait, indique qu'elle n'arrivera pas à un accord sur l'entrée au sein de l'Union européenne, et c'est là que les choses s'accélèrent. On voit l'arrivée... Je t'interromps, parce qu'il n'est pas question qu'elle entre dans l'Union européenne. C'est ça la grande escroquerie. D'ailleurs, il n'y est toujours pas. L'accord d'association, en fait, c'est une espèce... c'est un accord qui ouvre le territoire ukrainien aux produits de l'Union européenne, alors qu'il y a un accord douanier avec la Russie. Et donc, la Russie dit, si vous signez cet accord d'association, nous, on mettra
des tarifs douaniers, parce que sinon les produits européens, notamment ceux qui sont plus compétitifs, vont venir sur notre marché. C'était ça. Mais c'était présenté à la population ukrainienne comme un premier pas vers l'Union européenne. Or, 10 ans après, il n'y a toujours pas d'entrée dans l'Union européenne. Donc, c'est une énorme escroquerie. Et en revanche, quand on avait dit à Yanukovych, l'Union européenne avait dit, si jamais vous signez cet accord, il y aura 15 milliards d'euros pour financer l'économie ukrainienne qui en avait bien besoin. Et à ce moment-là, Yanukovych est prêt à signer. Il dit, où sont les 15 milliards? On lui dit, ah bah non, faudra voir avec le FMI. Et donc là, tout d'un coup, c'est la panique. Il va en Chine. Enfin, il va pas en Chine, mais il négocie d'abord avec les Chinois pour demander de l'argent. Les Chinois ont bien compris à qui ça va faire. Ils disent non. Et finalement, il se tourne vers la Russie. C'est la Russie qui donne l'argent. Et à partir de là, le Maïdan bascule dans la violence. Et justement, alors on en parle, c'est là qu'on voit arriver finalement, je dirais sur la scène internationale, tous ces groupuscules, on va dire ultra-nationalistes, pour ne pas les appeler néo-nazis. Ils sont soutenus économiquement, ils sont soutenus militairement, notamment par les États-Unis, alors qu'en parallèle de ça, on voit arriver aux États-Unis des lois qui interdisent ou qui bannissent ces groupes. Quelle est l'ambiguïté en fait, que jouent les États-Unis dans l'arrivée au pouvoir de ces groupuscules néo-nazis? Notamment l'un des plus connus, Pravi Sector, avec son fondateur Yarosh. Tout le monde sait que c'est un agent de la CIA. Et Pravi Sector se crée en 2014 au moment du Maïdan. Et ce sont ces groupes-là qui obligent d'une façon ou d'une autre la Rada, donc les députés ukrainiens, à voter l'Assemblée nationale ukrainienne. Voilà, à voter toutes les lois qui interdisent de parler russe dans les écoles. On n'enseigne plus le russe, c'est-à-dire que 50% minimum des Ukrainiens qui parlent russe comme leur langue natale se sont vus refuser du jour au lendemain le droit de parler la langue de leurs ancêtres. Ce sont eux aussi qui ont fait envoyer des milices en Crimée pour mater dans le sang les manifestations pro-russes. Ce sont eux, donc vous parliez tout à l'heure de la maison des syndicats à Odessa. On a parlé aussi de ce qui s'est passé à Mariupol. Et je vais revenir un petit peu sur la question que vous avez posée tout à l'heure par rapport à comment les Russes ont vécu ça ici, en Russie. Parce que ça, c'est une question, pour moi, qui me semble vraiment fondamentale. En fait, il faut voir qu'en Russie, vous avez des centaines de milliers, voire des millions de familles qui sont russo-ukrainiennes. C'est-à-dire qu'au sein même de la famille, vous avez un membre ou deux ou plusieurs qui vivent en Ukraine. Et donc, voire qui sont même ukrainiens. Non, mais qui sont ukrainiens, mais ce sont des familles russo-ukrainiennes, voilà, qui sont installées en Russie. Et toutes ces familles, tous les patriotes russes, tous les orthodoxes russes ont vu avec beaucoup d'inquiétude la montée en puissance de ces groupuscules bandéristes. À mesure justement qu'ils forçaient l'État ukrainien à prendre des mesures anti-russes contre la culture, contre la langue, contre la civilisation, contre l'orthodoxie, etc. On se souvient que Poroshenko, en 2015, avait essayé de faire voter une loi pour appliquer, on va dire, une partie des accords de Minsk. Et c'est à ce moment-là que le groupuscule Svobodna intervient à l'intérieur même de la Rada, monte sur l'estrade, crie des slogans anti-russes. À l'extérieur, les militants tuent des policiers ukrainiens. Et c'est à ce moment-là que Poroshenko comprend, même s'il condamne publiquement en fait, l'entrée de ces militants à l'intérieur de la Rada, Poroshenko comprend que s'il veut garder son poste et voire même garder la vie, il doit absolument s'éloigner de ce rapprochement avec la Russie. Et ça, c'est la grande bascule pour lui. Je veux juste rebondir. Tout à fait. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien de l'époque s'appelle Pavlo Klimkin.
lorsqu'il rentre de la négociation des accords de Minsk, et donc immédiatement Yarosh prend la parole en disant que c'est une trahison, il dit non mais les accords de Minsk c'est uniquement une recommandation. Donc dès le début en fait il est hors de question de les faire appliquer. C'est pour ça que parler de solution diplomatique pour revenir à ce qu'on disait, ça n'a aucun sens. Il y a la seule solution, et les Russes n'ont pas eu d'autre choix que de lancer l'opération militaire spéciale. Alors, surtout, juste pour finir là-dessus, ce fameux jour où il y a eu des morts donc à l'extérieur de la Rada, etc., Victoria Nuland est présente à l'intérieur du Parlement ukrainien. C'est la question que je te posais. Est-ce que, au-delà d'avoir renforcé ou créé pour certains ces groupes, les États-Unis n'ont pas politisé l'Ukraine avec justement des idéologies qui étaient complètement antinomiques ou même totalement hostiles d'ailleurs à la Russie et je dirais à la culture russe d'une manière globale. D'ailleurs, je déteste utiliser le terme nationaliste parce que moi je suis nationaliste. Oui, c'est pour je suis d'origine lorraine, on va dire, mais je ne suis pas pour que les Lorrains exterminent les Marseillais. Or, qu'est-ce que c'est que le soi-disant nationalisme ukrainien? C'est pour ça que moi j'utilise le terme bandériste. C'est quelque chose qui vient de l'ouest de l'Ukraine, qui a un peu essaimé, notamment, puisque Bieletsky, le fondateur d'Azov, lui il est de Kharkov, et qui vise à exterminer ou à réduire en esclavage toute une partie de la population. De leur propre population. Donc c'est pas un nationalisme, c'est une espèce d'exterminationnisme, d'idéologie nihiliste absurde qui malheureusement a été instrumentalisé par Victoria Nuland, par l'administration américaine, parce qu'ils se sont bien rendus compte que pour faire une révolution, il faut des gens qui soient capables de se battre. Donc c'est soit l'extrême gauche, soit l'extrême droite. C'est ce qu'on voit. À l'extrême gauche, il n'y avait personne, donc ils sont appuyés, mais ils se sont appuyés sur les bandéristes, comme ils auraient pu s'appuyer sur n'importe quel mouvement, capable de prendre les armes et d'aller tuer. Il leur faut des idiots utiles. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, puisque pour revenir sur la question initiale, que les ONG américaines agissent à l'intérieur même des écoles ukrainiennes, changent les livres d'histoire, et radicalement, toute l'histoire de l'Ukraine est modifiée, où on fait passer les Russes pour les grands méchants. Et c'est ainsi qu'on éduque des générations de gamins, parce que quand vous prenez un gamin à 6 ans et que 8 ans après, il commence à être un petit peu dans la force de l'âge et que pendant 8 ans, vous lui avez rempli la tête de faits historiques complètement erronés, vous lui avez monté de la haine contre la Russie. C'est ces jeunes-là qu'on voit plus tard arriver dans les régiments Azov. Et avec Xavier, d'ailleurs, on avait été présents il y a maintenant, je crois que c'était il y a 3 ans à peu près. Juillet 2022, à la prison d'Elenovka, où la Russie y avait mis les prisonniers qu'ils avaient fait à Mariupol, dans les derniers, on va dire, partisans d'Azov qui s'étaient retranchés dans l'usine Azovstal. Et on avait eu l'occasion de discuter avec certains prisonniers. C'était des gamins, mais des gamins de 18, de 19 ans. Et on voyait bien, en fait, que ces gars-là, c'était des jeunes paumés, mais on voyait bien que l'effet, justement, de ces ONG américaines qui les avaient endoctrinés depuis leur plus tendre enfance avait donné le résultat qu'on a vu. Alors, justement, on va rester sur le volant politique. On a effectivement une montée politique, puisqu'à un moment, beaucoup de ces personnes issues de groupuscules néo-nazis ou ultranationalistes, appelons-les comme on veut, ukrainiens, finalement, ont gagné le Maïdan et eux basculent dans une vie politique. Or, cette vie politique, elle est chaotique en Ukraine et peut-être qu'à un moment, les États-Unis se disent on a peut-être ouvert la boîte de Pandore. Arrive Zelensky. Et justement, pour citer sur le plateau Hervé Juvin, la question, est-ce que Zelensky est un clown de télévision ou est-ce qu'il devient finalement un homme politique par la situation? Hervé Juvin nous dit que sa résilience fait l'admiration, qu'il a réussi à tenir et à mobiliser sa population et à déclencher un esprit national. Et peut-être même, Hervé Juvin dit, peut-être même que cette guerre donnera-t-elle naissance à un État-nation ukrainien. Zelensky, alors est-ce que c'est un clown de télévision ou est-ce que c'est un homme qui s'est constitué en homme politique comme... Zelensky, c'est un projet. C'est un projet audiovisuel, c'est un peu comme Macron. C'est-à-dire qu'il est le héros à partir de 2016 jusqu'en mars 2019. Il est le héros d'une série qui s'appelle Sluga Naroda, le service du peuple,
qui est le nom d'ailleurs de son parti. Et donc, c'est l'histoire d'un prof qui devient président de l'Ukraine. Et donc, il y a des épisodes régulièrement. Le dernier épisode, donc c'est mars 2019. Et en avril 2019, il devient président. Donc, c'est un projet de technologie, ce que les Russes appellent technologie politique. Et le héros donc, de cette série, qui est en russe. Donc, ce qui ferait qu'aujourd'hui, la série qu'il a fait élire président ne pourrait plus passer à la télévision ukrainienne. Donc, ce héros-là, en fait, est pour la tolérance entre les russophones, les ukrainophones. Il y a pas à côté de ça, il y a des déclarations permanentes de Zelensky qui disent ça. Donc, c'est un projet pour prendre le pouvoir. Et de la même manière que vous avez toute une classe dirigeante européenne qui est sur le même modèle. Sanna Marin en Finlande, aujourd'hui vous avez Emmanuel Macron en France, mais finalement c'est un peu toujours le même modèle. Trudeau au Canada. Donc c'est un projet. Ensuite, je suis désolé, mais la Russie en 2 mois, 3 mois, s'empare de 60 000 km² du territoire ukrainien sans aucun acte de résistance. Aujourd'hui, les 70% de la région de Kherson, 70% de la région de Zaporozhye est contrôlée par la Russie sans qu'il n'y ait aucun acte de résistance. Il y a plus d'actes de terrorisme sur le territoire russe initial d'avant 2022 que sur ces zones-là. Alors Hervé Juvin dit justement à ce sujet-là que la marche triomphale de l'armée russe au début du conflit n'a pas eu lieu. Je ne sais pas, l'armée russe attaque à 1 contre 3 l'Ukraine. Alors, est-ce qu'elle attaque l'Ukraine ou est-ce qu'elle attaque déjà l'OTAN ? Non, je pense que l'OTAN rentre vraiment dans la danse. L'OTAN rentre vraiment dans la danse en avril. C'est le moment où l'OTAN se dit on va provoquer l'effondrement de l'économie russe. Et donc il suffit juste que le Kiev tienne 6 mois de plus. Et donc là, il y a un déversement d'argent, de matériel, voilà. Et en revanche, comme on le voit aujourd'hui, il y a au contraire, je pense que l'Ukraine est morte. Ça n'a jamais été une nation. D'ailleurs, l'Ukraine, c'est le nom d'un territoire. C'est pas le nom d'une nation. C'est pour ça, encore une fois, que le terme nationaliste ne convient pas. Et je pense qu'au contraire, Zelensky a détruit l'Ukraine. Elle ne s'en remettra pas. De toute façon, pour qu'il y ait une nation, il faut qu'il y ait quand même une profondeur historique et surtout, il faut qu'il y ait un projet commun. Or, l'histoire nous a montré qu'il n'y a aucun projet commun en Ukraine puisqu'une partie de la population de l'Ukraine veut massacrer une autre partie de la population de l'Ukraine. Donc, je ne comprends même pas comment on peut utiliser le mot nation quand on parle d'Ukraine. C'est un projet qui a échoué. Et encore une fois, je ne vois pas comment on peut créer quoi que ce soit sur du long terme quand une population qui appartient à un territoire ou à un pays veut massacrer une autre partie de cette population. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concernant la marche de l'armée russe triomphale. Bon, on en a parlé déjà lors d'une précédente émission. Le problème justement de l'armée russe en février 2022, c'est qu'elle va trop vite, trop loin. Ou pas assez loin. C'est la vraie question. Ou elle va pas assez loin. Peut-être elle aurait dû aller jusqu'au centre politique à Kiev. Oui, mais après, il ne faut pas oublier que pendant 8 ans, c'était évident de toute façon que l'armée russe ne pouvait pas comme ça se balader non plus sur un territoire ukrainien qui pendant 8 ans, grâce à Merkel et à Hollande, a été armée, où l'OTAN a créé des bastions et des zones de fortification. On ne prend pas une agglomération de près de 4 millions d'habitants avec 20 000 hommes. Voilà. Donc évidemment que la Russie n'a jamais eu l'intention de prendre d'assaut Kiev. Et en revanche, moi je pense... Mais est-ce qu'elle aurait dû Non, parce que je pense que ce qu'elle a fait était bien. C'est-à-dire que elle a maintenu en fait les éléments et ce qui a permis à l'armée russe justement de pouvoir prendre d'autres zones parce que Kiev étant le symbole de l'Ukraine, il était extrêmement important pour Kiev justement et pour l'armée ukrainienne, pour l'Ukraine pardon, de protéger Kiev et ce faisant, elle a sorti ses meilleures unités du front et ça a permis justement à la Russie d'aller très loin, peut-être même trop loin, puisqu'on en avait déjà parlé, les lignes logistiques ont été trop étendues, ça a été compliqué et c'est ce qui explique d'ailleurs la raison pour laquelle, quelques mois plus tard, la Russie décide de sortir de certaines villes. Alors ça avait été pris triomphalement à la fois par les Ukrainiens, à la fois par les médias occidentaux comme une énorme défaite. En fait, c'était un repli stratégique qui n'a rien coûté. Comme Kherson, par exemple. Voilà, ça n'a rien coûté. C'est-à-dire que Kherson, par exemple, quand l'armée russe part de Kherson,
l'armée ukrainienne arrive plusieurs jours après dans Kherson. Mhm. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas partis sous l'effet d'une offensive Mhm. ukrainienne. C'est Ils parce sont que la partis ville est vide un que- repli stratégique parce qu'ils savaient qu'elle ne serait pas tenable sur le moyen terme. Et en plus, il faut voir que l'objectif principal de la Russie, c'était Mariupol. Mhm. C'était le Donbass, pardon. Et au bout de 2 mois d'opération militaire spéciale, Mariupol, 450 000 habitants, premier port industriel du pays, deuxième port du pays derrière Odessa, tombe entre les mains de la Russie, et ce qui fait que la mer d'Azov est, pour toujours, devient une piscine russe. Mariupol, qui est le siège du Qui fameux était- groupe qui avait été donné à Azov, d'Azov, qui donc. régnait comme une espèce de seigneur De mafia. de mafia. C'était comme à Kharkov. Hein, Mm. il faut dire qu'en plus, il y a toutes ces milices bandéristes sont à la fois des milices idéologiques et mafieuses. Mhm. Il y a une mainmise mafieuse sur Kharkov. Il y en avait une sur Au sens Mariupol. économique du oui, terme. oui, bien sûr. Même j'ai des contacts là-bas. Même la police n'ose rien leur dire. Et c'est aussi, évidemment, pour un jeune homme idéologisé depuis ses 10 ans. En plus, on lui donne une ville dans laquelle il a tous les droits. Évidemment qu'à moins d'avoir une force morale et éthique importante, ce qui n'est pas le cas de ces gens-là, c'est dur de résister. On le voit notamment à Odessa. On parlait tout à l'heure de cette fameuse journée bien triste avec la maison des syndicats, où dans le reportage Les masques de la révolution, qui est fait de mémoire en 2016, hein, donc on est bien avant le début de la guerre, où on voit que c'est l'homme, alors je ne sais plus si c'est Azov ou Pravi Sector, le groupuscule local, qui dicte à la police quoi faire. Donc il y a vraiment un contrôle, effectivement, ça rejoint ce que tu dis, il y a vraiment un contrôle total de ces milices sur ces villes traditionnellement pro-russes, pour mater un petit peu... De toute façon, l'histoire de la maison des syndicats, c'est un piège, clairement, puisque le bus des pro-russes avait été arrêté par la police et finalement, on ne sait pas pourquoi, ils l'ont finalement accepté à ce qu'il entre et à ce qu'il vienne dans la ville et à ce que les manifestants puissent contrer, on va dire, ou faire une contre-manifestation, puisque à la base, c'était les pro-Maïdan qui manifestaient. Les pro-russes voulaient faire une contre-manifestation. Clairement, ils se sont fait piéger. Et c'est pour ceux qui nous regardent, c'est quand même, je crois que c'est 42 morts, la maison des syndicats. Et d'ailleurs, sur les images, on voit que l'organisateur, c'est Andrei Paroubi, qui était ministre de Poroshenko. Qui était venu sur place. Et lui c'est vraiment un bandériste fanatique. Donc c'était organisé, c'était pour servir d'exemple. Encore une fois, il faut bien se rendre compte que la perte de la Crimée, aussi rapide. Il y a eu 2 morts. Pareil, ils ont utilisé un même sniper qui a tué un soldat ukrainien et un cosaque russe. Seulement, ils ne se sont pas fait piéger. Et finalement, les 2 morts ont été enterrés à la maison de l'armée, je crois, c'est maison des officiers. Je crois que c'est à Simferopol ou Sébastopol, je ne sais plus. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que la perte de la Crimée et la manière dont ça s'est fait, c'est-à-dire un soulèvement général, 20 000 soldats ukrainiens qui passent sur 22 000 qui passent à l'armée russe, a été une espèce de signal qui fait que, d'ailleurs, immédiatement, je crois que c'était à l'époque, je ne me souviens plus de nom du chef de la CIA qui a débarqué à Kiev immédiatement pour dire maintenant ça suffit, vous allez massacrer toute la nouvelle Russie qui est russe en fait, de facto, vous allez massacrer tous ces gens-là parce que on a perdu la Crimée, on va pas perdre le Donbass qui est le réservoir de richesse de l'Ukraine. Est-ce qu'Odessa justement était une ville politiquement non possible de perdre pour le régime de Kiev? C'est extrêmement important, non seulement pour le régime de Kiev, mais je crois surtout pour le plan maléfique du département d'État américain. C'est-à-dire que si jamais les Russes vont jusqu'à Odessa, ils touchent... la Crimée. Voilà, derrière c'est la Transnistrie, donc une jonction entre la Russie et la Transnistrie. Et puis surtout, c'est le contrôle total de la mer Noire. Donc, et puis, un autre point très important, c'est que le port d'Odessa, c'est le seul port en eau profonde qui alimente non seulement, c'est le poumon économique non seulement de l'Ukraine, mais d'une grosse partie de l'Europe centrale. Et on revient au projet géopolitique polonais. Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est un point stratégique pour la Pologne aussi. Des 3 fleuves. L'initiative des 3 mers. Si jamais Odessa est reprise par les Russes,
c'est la fin du projet de l'initiative des 3 mers. Il restera la mer Baltique et la mer Adriatique. C'est quand même beaucoup moins sympathique qu'Odessa. Et surtout, c'est une vieille ambition, déjà à l'époque de Pilsudski, quand la Pologne renaît après la Première Guerre mondiale. Tout de suite, c'est la volonté, d'ailleurs, Pilsudski à peine la Pologne renaît, que immédiatement les Polonais commencent à vouloir envahir l'Ukraine, comme en bon vieux temps. Donc c'est quelque chose de fondamental, et Fabrice a tout à fait raison. Et la perte d'Odessa serait le deuxième coup, le terrible, je dirais le troisième, perte de la mer d'Azov, perte de la Crimée et perte d'Odessa. Je pense qu'il faut aller jusque-là, d'une manière ou d'une autre, pas forcément par une action militaire, mais quoi qu'il arrive, en neutralisant au moins Odessa, au sens propre du terme, pour mettre fin définitivement à l'instrumentalisation de l'Ukraine comme une anti-Russie. Le contrôle d'Odessa ou la neutralisation d'Odessa mettra fin, je dirais, à la guerre, en fait, parce qu'il n'y aura plus aucun intérêt. Et finalement, ce qui restera de l'Ukraine sera un pays balte de plus, c'est-à-dire un puits sans fond où malheureusement les contribuables français, allemands et italiens déverseront des milliards et des milliards, déversent déjà des milliards qui ne servent absolument à rien. Alors avant de parler de la fin de la guerre, on va clôturer cette émission vraiment en faisant un point. Qui est le responsable, à qui la faute ? En revenant aux origines, j'ai bien compris dans vos propos que l'Ukraine finalement est un proxy. Alors, je n'ai pas quand même un avis très clair sur votre position. Est-ce que c'est la faute de la Russie, des États-Unis ou de l'Europe ? Ou est-ce que l'Europe est un laquais américain finalement ? Moi, je pense qu'il faut parler d'Occident collectif. Et c'est comme ça ici en Russie que les Russes font plus trop de la différence entre ce qui se passe aux États-Unis et... Alors, ça a un petit peu changé maintenant avec Trump, mais en tout cas, avant l'arrivée de Trump, les Russes ont l'habitude de parler d'Occident collectif, et dans l'Occident collectif, ils incluent les États-Unis, la France, l'Allemagne, et justement, voilà, tous les laquais européens. Et je crois en fait que l'important, c'est à l'intérieur de cet Occident collectif, qui exactement a le leadership. Bon, on sait pertinemment que c'est forcément Emmanuel Macron les États-Unis. Non, mais ouais, il fait rire tout le monde d'ailleurs des deux côtés de l'Atlantique. Même Trump aujourd'hui se moque de lui, puisqu'on a vu là récemment qu'il a dit qu'il est bien gentil mais qu'il se trompe surtout. Voilà. Donc maintenant il est même risible. Tout le monde se moque de lui-même aux États-Unis. Mais je pense que depuis l'histoire de la claque, ça a accentué le processus. mais je crois surtout que ce qu'il faut bien en fait avoir en tête, c'est qu'il y a une volonté de cet Occident collectif depuis longtemps, et ça ne date pas de cette histoire du Maïdan 2014 ou 2022, etc., de dépecer la Russie et d'infliger à la Russie une défaite stratégique. Poutine l'a répété plusieurs fois. Ils veulent morceler le projet. En fait, c'est de morceler la Russie. Ce qui a été dit ouvertement par les Polonais de mémoire. Ils font des conférences au sein de l'Union européenne. C'est public, c'est totalement ouvert. Et c'est un vieux fantasme polonais, anglais. C'est-à-dire que pour eux, la Russie est un pays trop grand, avec trop de potentiel, trop puissant. Économiquement. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que c'était Palmerston, un ministre anglais au 19e siècle, qui disait qu'il est bon que la Russie soit en permanence en guerre. Donc le but, si jamais la Russie est en paix, en fait, avec le potentiel humain et de ressources, ça va devenir une puissance, c'est déjà la première puissance européenne, économiquement, militairement, et ça va devenir une puissance qui sera impossible à contrôler. C'est une devise qu'on aurait pu garder pour les États-Unis, d'ailleurs, d'être toujours en guerre. Oui, mais mais les États-Unis ont été plus souvent en guerre que la Russie. Que n'importe quel pays, je pense, au monde. C'est-à-dire que leur crainte, la crainte de cet Occident collectif et ce dont ils redoutaient le plus est en train de voir le jour, là, en ce moment. Et d'ailleurs, c'est ce qui est passionnant, c'est notamment avec l'histoire des BRICS. Donc la Russie est la force motrice de ces BRICS. Et les relations internationales sont en train d'être modifiées. Les relations internationales qu'on connaît depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale sont en train de changer. On est en train de passer d'un monde unipolaire à un monde multipolaire. Et la force motrice de ce grand changement géopolitique, c'est la Russie. Et ça, c'est, je crois, une des raisons pour laquelle aussi cet Occident collectif veut absolument
dépecer cette Russie parce qu'elle ne veut pas de changement. Eh ben justement, on en parlera de ce monde multipolaire dans une prochaine émission. Édouard et vous à Paris, à vous de vous faire finalement votre avis. Qui est le responsable de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie qui dure depuis maintenant un peu plus de 3 ans et demi. Merci Paris, c'était Moscou et on vous dit à très bientôt. Merci Alexis Tarade, Xavier Moreau, Fabrice Sorlin pour cet échange de vues d'une grande importance en l'état actuel de la crise ukrainienne. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode exceptionnel, cet épisode estival de Choc du Monde. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec cette formule exceptionnelle. Merci. N'oubliez pas surtout de commenter et de partager cet épisode et à bientôt.